Hey, mes chers branchés du développement personnel, me revoilà après une pause très certaine. Me revoilà pour vous parler toujours du thème qui me tient à cœur, la manipulation. Comment se prémunir de la manipulation individuelle et collective? Quels sont les types de connaissances que vous pouvez acquérir qui vous permettront d'accroître votre discernement? Et quels sont les types de pratiques que vous pouvez faire au quotidien pour dépasser vos propres croyances? Allez hop, c'est parti, go! Je vous montre ça. Très récemment, je suis tombée sur cette information qui consistait à dire que finalement, la manipulation ne se produisait que lorsqu'il y avait un déséquilibre entre la quantité de connaissances macrocosmiques et la quantité de connaissances microcosmiques. Et ça donnait naissance à une possibilité de manipulation, qu'elle soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif. Alors, les connaissances macrocosmiques, qu'est-ce que c'est finalement? Ça va être toutes les connaissances qui concernent le monde extérieur. Et le monde extérieur, que ce soit des lois universelles ou naturelles, comme le sont par exemple les lois de la physique, la thermodynamique, etc. Mais aussi des lois qui sont peut-être un petit peu moins visibles et qui vont concerner le domaine de la physique quantique par exemple. Et puis il y a aussi tout un ensemble de lois universelles et naturelles qui concernent plus le domaine spirituel. Par exemple, quand je parle de grandes lois spirituelles, je pense au karma, je pense au dharma, je pense à la notion de destinée que l'on peut trouver dans l'islam, mektoub, je pense à la fitra chez les soufis, je pense à tout un ensemble de grandes connaissances spirituelles, cette idée que, comme on dit en anglais, what goes around comes around, c'est-à-dire que ce que vous perpétuez en ce monde finit toujours par vous revenir. Ça fait aussi écho avec cette grande citation, je ne sais plus qui c'était, si c'était Bouddha ou Krishnamurti qui disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Donc tout ça sont des grandes lois en fait universelles et naturelles peut-être aussi, qui concernent le macrocosme, c'est-à-dire le monde extérieur. Et puis il y a aussi tout l'ensemble de connaissances qui va concerner le microcosme, c'est-à-dire la connaissance de soi. Et là, on va tourner autour de tout ce qui est psychologie, sociologie, mais aussi philosophie, toutes ces choses-là, tout ce qui va toucher à notre part d'inconscient. Tout ça sont des connaissances qui vont être plus liées au domaine humain, au domaine du macrocosme. Donc ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Et ça faisait écho avec cette information concernant le cerveau droit et le cerveau gauche. Vous savez, notre cerveau droit est notre cerveau d'artiste, il est excessivement poétique, symbolique, allégorique, il va être très très individuel et il va toucher des notions de beauté. Vous savez, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, hein, c'est individuel à chacun. Et notre cerveau gauche, qui est un cerveau plus analogique, plus analytique, mathématique, carré, notre petit computer interne en somme. Et donc je partais de cette idée que le déséquilibre entre des connaissances macrocosmiques et des connaissances microcosmiques peut donner naissance à une potentialité de manipulation. Et donc je me disais aussi, c'est marrant comme ce monde est excessivement déséquilibré aussi dans la manière dont on l'enseigne à nos enfants, puisqu'il y a... L'accent est mis sur ce cerveau gauche, ce cerveau analytique, ce computer interne, toute cette manière de faire et l'enseignement de l'éducation nationale ne fait pas tellement de cas de l'enseignement symbolique, de l'enseignement spirituel, de l'enseignement ésotérique. Et donc c'est comme si ce monde s'attachait vraiment à la matérialité, à la surface des choses, à tout ce qui est visible. Et en développant cette idée de ce monde macrocosmique et microcosmique, j'en viens à me dire que
on peut aussi développer une vision fractale de cette chose-là, c'est-à-dire que dans ce monde, qu'il soit macrocosmique ou microcosmique, il y a toujours une part évidente, une part qui est facile à discerner, et une part qui est plus cachée, qu'elle soit ésotérique ou qu'elle soit qu'elle nécessite une étude, ou qu'elle soit intérieure. Quand on parle du microcosme de l'homme, on va parler de choses inconscientes, de cette part d'ombre et de lumière, ce que Carl Jung avait mis en le travail de son œuvre, en fait, cette notion qu'il s'attachait à développer, la nécessité d'aller creuser cette part d'ombre. Et donc, me voilà avec un petit tableau et me voilà avec cette question, mais qu'est-ce qui est important de faire pour rééquilibrer ces deux visions du monde, ce macrocosme et ce microcosme, et faire en sorte que tout cela soit équilibré. Et c'est là que m'est venue cette idée que peut-être le monde imaginal était peut-être la clé de cet équilibre. Donc l'imaginal, je vais vous le présenter en tant que concept, c'est un espace qui est situé entre le ressenti sensoriel et l'intellect, c'est-à-dire le mental en fait. Mais pour vous donner une vision beaucoup plus claire de ce qu'est exactement cet imaginal et dans quel cadre on peut l'expérimenter, ça peut être par exemple cette petite chair de poule que vous ressentez quand vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre. Vous savez que vous êtes seul quelque part, mais tout à coup, c'est comme si vous vous sentiez observé. Et l'idée peut même vous venir que peut-être vous n'êtes pas si seul que ça dans cette pièce ou dans cet endroit. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Moi, je vous laisse l'imaginer, mais ça va être ça, l'imaginal. Ça peut être aussi cette sensation de déjà-vu qui se manifeste. Et on cherche, mais d'où ça vient ? Ça vient d'un rêve, ça vient d'une vie antérieure, ça vient d'où ? Ça vient de quelque chose que j'ai réellement vu, un souvenir enfoui, passé, d'où ça vient ? C'est ça l'imaginal. Ça peut aussi être ce rêve extrêmement vivant, que vous ne savez plus si c'est réellement un rêve ou si vous avez été en lien avec autre chose, quelque part, en d'autres temps peut-être. Et puis cet espace imaginal qui se trouve à l'intersection du ressenti et du mental, il est très accessible quand on va explorer la voie de l'hallucinogène, que ce soit par l'utilisation de drogues ou de choses beaucoup plus naturelles. Je pense à la psilocybine, je pense à l'ayahuasca, mais aussi à la respiration holotropique, qui vous met dans un état de conscience altéré, et qui va faire vraiment cette jonction entre conscient et inconscient dans cet espace intérieur qu'est l'imaginal, grâce à l'élévation de votre taux de DMT, la diméthyltryptamine, c'est vachement dur à dire, mais c'est ça qui se passe pendant le voyage holotropique, en fait, ou qu'on appelle aussi voyage chamanique, c'est cette élévation de cette substance-là que vous sécrétez naturellement, et qui va faire tout d'un coup que tout cet espace imaginal va être le premier foyer de filtrage de l'information. Donc, cet imaginal, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un monde qui est composé d'archétypes, que ce soit des anges, que ce soit des déesses, des saints, des totems ou des corps plus subtils comme peuvent l'être par exemple vos ancêtres ou des revenants, personnalités qui ont un jour été là mais qui ne le sont plus, des personnes décédées. C'est un ensemble de concepts qui est également à cheval entre l'inconscient collectif et votre inconscient personnel. Voilà où se situe votre imaginal. Et sa fonction, en fait, c'est de créer une cohérence entre notre monde occidental, scientifique, cartésien, et tout un penchant du monde, une perception du monde que l'on a qui va être beaucoup plus chaotique, qui va être VUCA, comme on dit, volatile, incertain, chaotique et ambigu. Et donc, c'est vraiment cette interface qui se trouve à la jonction de l'esprit et de la matière. Ça a une fonction
poétique, spirituel, ça a une fonction de médiateur qui permet d'accéder à un sens et à une révélation qui peut-être peut même être de nature plus divine. Et qu'est-ce que ça permet à faire? Ça permet tout simplement d'accroître sa résilience. La souffrance, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique ou physiologique, n'a de sens que si je lui en donne. Le monde est suffisamment chaotique comme ça, et la seule personne qui permet de mettre du sens sur la destinée, l'histoire, la mémoire, le passé, ou ce qui se passe tout de suite maintenant, par le biais des synchronicités, c'est ce que j'en comprends. C'est ce que j'en fais en fait, c'est ce que je m'en raconte. Et c'était Tolstoï qui disait que tout comprendre, c'est tout pardonner. Et cet imaginal, il a cette fonction-là de mettre du sens depuis un espace de conscience, mais aussi depuis quelque chose, je ne sais pas si c'est le subconscient ou l'inconscient, parce que je ne suis pas trop non plus à fond psychoanalytique, donc je ne saurais pas vous dire si c'est le subconscient ou si c'est l'inconscient, mais en tout cas d'une partie plus cachée de notre manière de réfléchir en fait. C'est une imagination active et fonctionnelle qui permet donc d'attribuer un sens symbolique, métaphorique, allégorique. Et ce sens métaphorique, symbolique, allégorique, il va nous permettre de clore un épisode douloureux, d'avancer vers un renouveau avec un sentiment de progression, de développement personnel et d'avancer à l'intérieur de notre propre vie. La fonction imaginale est donc la pierre angulaire de la résilience, surtout dès qu'il va s'agir de travailler avec des choses traumatiques, mais aussi avec des choses qui peuvent être plus légères. Et d'ailleurs, ça peut tout à fait être aussi quelque chose qui va s'utiliser au quotidien dans l'espace relationnel, par exemple. Et je vous renvoie vers l'exercice des bonhommes allumettes qui a été développé par Jacques Martel, qui vous permet de toucher du doigt justement cet imaginal, cet espace imaginal, comment il est en lien avec le symbole, et comment on peut se servir des symboles à l'intérieur de cet espace imaginal pour pouvoir débloquer des émotions qui nous collent ou des histoires de vie qui ne font pas de sens. Donc je vous conseille vivement d'aller visionner cette vidéo de Jacques Martel sur les petits bonhommes allumettes, qui peut être un bon moyen de commencer à travailler avec cet espace imaginal et avec cet espace symbolique. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous saurez comment on peut couper des liens d'attachement conscients ou inconscients, et ça vous donnera une plus grande idée de comment, avec les symboles, on peut réussir à mettre du sens sur des expériences désagréables. C'était un de mes maîtres à penser qui disait que dans la vie, il n'y a pas de mauvaises expériences. Les expériences sont soit agréables, soit désagréables, mais dans la mesure où on a toujours cette fenêtre qui nous permet de tirer une leçon de vie d'une expérience qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu, eh bien on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de négatif en tout cas. Donc il n'y a pas vraiment d'expérience négative dans ce point de vue-là, il n'y a que des expériences agréables ou désagréables, et il n'y a qu'une potentialité de leçon de vie qui est à tirer. Si vous tentez dans cet exercice des petits bonhommes allumettes, je vous conseille de le faire, ou que ce soit l'exercice aussi du labyrinthe que vous pouvez retrouver dans la vidéo que j'ai fait sur les symboles, ce qu'ils peuvent nous dire et comment ils peuvent nous être utiles. Dans cette vidéo-là, je développe l'idée que le symbole du labyrinthe peut aussi être un moyen de dénouer quand on considère qu'on est bloqué dans certains types d'énergie. Donc si vous faites les bonhommes allumettes ou le labyrinthe, en tout cas, essayez quand même de le faire après un recentrage, après un ancrage dans votre corps, que ce soit sous la forme d'une respiration active, d'une méditation ou d'autres choses, si vous avez d'autres techniques, mais l'idée c'est d'être en lien avec les ressentis corporels qui vont pouvoir se jouer au moment où vous déroulez
cet exercice qui fait intervenir le symbole et l'imaginal. Et je vous laisse maintenant expérimenter ou imaginer ce qui va se passer par la suite pour vous, après cet acte qu'on peut qualifier de psychomagique. Si ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on peut peut-être réessayer pour voir, juste pour voir ce qui se passe. L'idée, en fait, c'est d'apporter un décadrage. Le cadre, c'est l'endroit où va votre attention. Et quand l'attention est fixée sur des choses que vous allez considérer comme néfastes ou négatives, cet exercice-là va vous donner une opportunité, cet exercice avec l'imaginal, que ce soit le labyrinthe ou les bonhommes allumettes, il va vous donner l'opportunité de décadrer en fait. Et ce décadrage, c'est là où se passe l'alchimie de la chose. C'est là où ça vous permet de transformer et de mettre l'attention ailleurs, sur quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Ou qui va se passer, hein, si vous en attendez quelque chose de cet exercice. Après l'avoir fait, ça va peut-être mettre votre attention à un autre endroit qui va être un endroit de potentiel, de renouveau, de tiens, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est différent. Je me présente, je m'appelle Isabelle Gabé. Au quotidien, j'aide les acteurs du bien-être à gagner en ouverture d'esprit, en flexibilité mentale ou en souplesse d'adaptation. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres concepts, d'autres techniques. Et en attendant, je vous dis, pensez, ressentez, brillez. À très bientôt.